collègues, nous poursuivons notre étude de l'achat durable en élargissant notre champ au pilotage de la politique impulsée par l'État en la matière. Alors que nous venons d'examiner la question de l'approvisionnement de la restauration collective publique, je vous propose de nous pencher maintenant sur le cadre plus général mis en place pour soutenir la transition écologique grâce à la commande publique. Et j'y ajoute évidemment les sujets sociaux qui reposent sur des objectifs ambitieux. Comme avec la loi Egalim, le législateur y a contribué, notamment avec la loi Climat et Résilience de 2021, qui impose à tous les acheteurs publics à compter du 22 août 2026 de prévoir un critère environnemental pour le jugement des offres à marché public. Un plan national pour des achats durables qui couvre la période 2022-2025 constitue la feuille de route, important de le rappeler ici, juridiquement non contraignante de cette politique publique, aussi bien évidemment pour l'État que pour les collectivités. Son approche repose avant tout sur l'accompagnement des acteurs et leur sensibilisation aux enjeux du développement durable, alors qu'il faut le reconnaître, ils évoluent souvent en ordre dispersé sur ce sujet. Nous recevons donc M. Brice Huet, commissaire général au développement durable, dont les services assurent le suivi du PNAD et la promotion du développement durable dans les achats publics. Je vous informe que cette audition sera diffusée en direct sur le site du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, soit 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 7 ans en fonction des circonstances. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez s'il vous plaît lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. La commande publique n'est plus seulement un outil destiné, on a eu l'occasion de le dire et de le redire avec les collègues, à satisfaire les besoins des personnes publiques en travaux, fournitures ou services, mais est désormais une politique publique à part entière. Un levier qui vient en appui d'objectifs sociaux et environnementaux. Cette évidence est-elle, selon vous, encore contestée par des acteurs de l'écosystème de l'achat public, et j'entends aussi bien les acheteurs en tant que tels que les opérateurs économiques. Cette promotion des achats durables doit nécessairement s'accompagner d'un suivi très fin de sa mise en œuvre, au risque de se limiter à des incantations. On a eu l'occasion de l'évoquer avec l'exemple de la loi Egalim. Vous pourrez donc nous expliquer comment vous assurez le suivi de la mise en œuvre de ce PNAD et si vous avez dû faire évoluer l'appareil statistique de l'État pour le faire. De plus, alors que l'échéance d'août 2026 approche, vous pourrez nous indiquer si, selon vous, tous les acheteurs publics seront en mesure de répondre aux nouvelles obligations en matière environnementale et sociale, ou si la mobilisation pour y parvenir vous paraît à ce jour insuffisante. Enfin, de nombreux acheteurs n'ont pas attendu de recevoir des instructions et conseils de l'État, pensant en particulier aux collectivités locales, pour orienter leurs commandes publiques vers davantage de soutenabilité. Quels sont les liens que vous entretenez avec eux, en particulier les collectivités, et quelle promotion faites-vous de leurs bonnes pratiques? Votre démarche est-elle uniquement prescriptrice ou bien soutenez-vous leurs initiatives et leur mise en œuvre? Je vous laisse maintenant la parole. Ensuite, monsieur le rapporteur vous interrogera, ainsi que les collègues membres de la commission. Donc, parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes, si vous en êtes d'accord. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que vous avez parfaitement dressé le cadre dans lequel on agit. La commande publique, c'est un levier, c'est un levier extrêmement important parce que ça représente plus de 10% du PIB à l'échelle française. Et donc, lorsqu'on réussit à orienter ces 10%, notamment sur les volets de la transition écologique, sur les volets sociaux, en fait, derrière, on a un effet sur l'ensemble des activités des entreprises, y compris lorsqu'elles ne répondent pas au marché dans la sphère publique. Donc, c'est un signal extrêmement fort qui est envoyé aux fournisseurs. C'est pour ça que le cadre normatif a évolué successivement plusieurs fois, comme vous l'avez bien souligné ces dernières années. Et c'est pour ça aussi que le Commissariat général au développement durable est positionné sur le suivi de cette politique publique, parce qu'il y a tout un volet de notre activité qui relève du pilotage du verdissement de l'économie et de l'achat et la consommation durable.
à la fois vis-à-vis des acheteurs finaux que peuvent être les consommateurs. On pourra y revenir parce qu'il y a des outils communs entre les deux sphères, et puis à la fois pour ce qui concerne l'achat public. En 2 mots sur l'évolution du cadre normatif, c'est la loi de transition énergétique et de la croissance verte de 2015 qui définit le cadre normatif lié à la commande publique. Et on découlé de ce cadre-là des obligations sectorielles. Je pense par exemple aux véhicules faibles ou très faibles émissions, aux achats alimentaires durables, aux achats issus de l'économie circulaire, et puis des obligations horizontales, et ça on retrouve dans la loi climat et résilience d'août 2026, qui, comme vous l'avez souligné, demande à la mi-année 2026 que la commande publique prennent en considération, et j'y reviendrai parce que à nos yeux, on pourrait aller encore peut-être un petit peu plus loin dans la qualité de ce qui est demandé, et qui est des clauses environnementales liées à la commande publique. Et puis aussi des clauses sociales, mais à partir de certains seuils, alors que c'est 100% pour la commande publique. Il y a aussi la loi Industrie verte, un peu plus tard en 2023, qui propose un autre outil et qui élargit le champ des acheteurs soumis à l'obligation d'élaborer un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. C'est intéressant d'avoir cet outil-là parce qu'au-delà de la qualité des clauses, de la quantité et de la qualité des clauses qu'on peut mettre dans les marchés, il faut aussi, c'est intéressant d'avoir cette stratégie parce que quand on est acheteur public, que ce soit l'État, la collectivité, il faut être connecté à son territoire et connaître les potentialités de son territoire pour réussir justement à calibrer au mieux les clauses qui sont dans les marchés pour ne pas avoir des clauses qui soient totalement hors sol et qui ne permettent pas aux entreprises locales en fait de répondre correctement. Donc cette mission, elle est au cœur de notre, elle est complètement dans notre ADN. Et puis et puis après j'arrêterai là avec le cadre normatif, mais il y a aussi le pilotage de l'article 58 de la loi AGEC de 2020 qui impose aux acheteurs publics l'acquisition d'un certain nombre de biens issus de l'économie circulaire, des biens donc qui sont de deuxième vie, reconditionnés, des biens neufs qui comportent de la matière recyclée. On a publié un bilan de l'application de cet article 58. Il y a de nombreux acheteurs qui sont emparés des objectifs. L'effet de levier est réel, mais il y a aussi quelques limites qui étaient rencontrées. Et donc, on a fait évoluer récemment l'application de cet article 58 de la loi AGEC dans la publication d'un nouveau décret, justement pour mieux adapter les objectifs au potentiel d'offres, pour prendre en compte des mécaniques spécifiques de dons entre différentes entités de la sphère publique, et puis pour insérer de nouvelles catégories de produits qui existent dans les filières REP. Au-delà de ce cadre, nous, je dirais, ce qui nous anime, c'est aussi de réussir à mobiliser tous les acteurs. Et c'est le plan national achat durable dont vous avez parlé. On est dans la 3e version de ce plan. Il se termine en 2025. On vous a transmis d'ailleurs un tableau qui fait état de l'avancement des différentes actions qui sont indiquées dans le plan. Un certain nombre de ces actions sont des actions qui correspondent à des moyens qui sont mis en œuvre pour tenter d'informer au mieux tous les acheteurs publics à la fois des moyens qu'ils ont d'intégrer des clauses et puis des objectifs auxquels ils vont être prochainement confrontés. Ce qu'on a comme données, une fois qu'on a fait ce balayage de l'Observatoire de la commande publique, qui est celui qui recense les différentes pratiques qui sont mises en œuvre dans les marchés, c'est qu'on a une augmentation de 20 points du nombre de marchés publics qui comportent une clause environnementale entre 2020 et 2023. Donc on passe de 20 à 40%. C'est un motif de satisfaction. Si je regarde le verre à plus de moitié vide, puisqu'on arrive à 40% et pas à 50%, on se rend compte qu'on a un objectif qui est
quand même relativement ambitieux pour le milieu de l'année 2026, qui est encore un nombre important de marchés en volume qui ne prennent pas en compte cette clause environnementale, avec la date de mi-2026 qui arrive. Et donc, on a mis en place un certain nombre d'outils et d'actions dans ce PNAD pour accompagner les acheteurs. Le premier d'entre eux, il y a des outils numériques et puis des outils très physiques. Le premier d'entre eux que vous connaissez probablement, il s'agit des guichets verts qui ont été ouverts sur la quasi-totalité du territoire métropolitain. Il y en a une douzaine. C'est un maillon qui, à notre sens, est très important. On aimerait que le maillage soit encore plus fort parce que 12 guichets à l'échelle de la France, c'est peut-être pas suffisant pour s'adresser physiquement à l'ensemble des collectivités, notamment celles qui sont peut-être dans les zones les plus rurales. Mais c'est quand même un accueil physique qui permet de renseigner. On recense aujourd'hui 2000 sollicitations qui ont été reçues pour l'ensemble de ces guichets verts, avec des taux de satisfaction qui sont satisfaisants. Si on prend les outils qui s'adressent un peu plus largement à l'ensemble des acteurs, on a le... Juste petite précision, quand vous dites taux plutôt satisfaisant, vous avez ce taux ou c'est... Ah, pardon. Vous êtes obligé de prêter serment préalablement ou alors... Prête serment, on va le faire de façon fluide. Prête serment et puis... Prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et dire je le jure. Je le jure. Merci. On pourra bien sûr vous partager le détail de ces enquêtes en fait, qui ont été menées par les guichets verts eux-mêmes sur la base d'un questionnaire qui avait été travaillé conjointement. Donc il y a différentes questions sur la satisfaction des usagers. Donc je pense qu'il est souhaitable qu'on vous en donne le détail sur les différents points. Sur les outils numériques, cette fois-ci, donc on a le portail des achats durables qui a été lancé. C'est un outil assez frais. Il a été lancé en novembre 2024 à l'occasion du Salon des maires. Et il a vocation à être le site de référence sur les achats durables pour tous les acteurs de la chaîne. On trouve toutes les ressources, accompagnement, formation, événements, sourcing pour la mise en œuvre des clauses environnementales. En 3 mois, aujourd'hui, on recense 20 000 visites. C'est un démarrage. Évidemment, on espère qu'on va aller plus loin, parce que par rapport au nombre d'acheteurs publics en France, alors qu'il y a un nombre qui n'est pas réellement connu, je dis qu'il n'est pas réellement connu, il y a des estimations, il n'y a pas de statistiques officielles sur le sujet. On aimerait que ça grandisse encore plus, et encore une fois, c'est frais. Il y a un réseau entre acheteurs qui n'est ouvert qu'aux acheteurs et au service de l'État pour apporter des réponses, qui s'appelle le réseau Rapide, qui a été créé en 2017. C'est une plateforme d'échange qui permet à tous les acteurs de la communauté justement de se conseiller et d'avoir des réponses de l'État lorsque des questions sont posées. Ça contribue aussi à la question que vous posiez tout à l'heure sur la valorisation des pratiques de certaines collectivités qui n'ont pas attendu justement pour avancer sur ces sujets-là. Et puis 2 autres plateformes en ligne qu'on veut citer parce qu'elles sont mises en place par des réseaux régionaux de la commande publique et qui sont de qualité. C'est la clause verte. C'est aussi un outil sur lequel on intervient et sur lequel on propose de la relecture pour solidifier ce qui est proposé. C'est une plateforme qui met à disposition des acheteurs un clausier environnemental en libre accès. Et ça, c'est depuis 2021. Et aujourd'hui, le nombre de clauses disponibles s'établit en fin 2024 à 246. Et la direction des achats de l'État vous l'a peut-être dit, mais on va insérer sur cette plateforme la clause verte, les clauses aussi qui sont utilisées qui sont proposées par la DAE pour aussi inspirer les collectivités. Et autre plateforme que je cite, là aussi un réseau régional de la commande publique, la REF,
qui permet de connaître ses obligations juridiques en matière d'achat public. Et là, c'est un outil qui connaît 8000 consultations par an. Donc ça peut paraître comme des sommes qui sont à chaque fois un peu modestes, mais je pense qu'avec le maillage de tous ces outils et la montée en compétence de ces communautés, c'est-à-dire quand même qu'il y a une certaine activité sur les plateformes en ligne qui correspond, je dirais, au doublement du nombre de marchés qui comprennent une clause environnementale. Je ne vais pas être encore beaucoup plus long, mais dire que le PNAD, ce sont aussi des formations. On a élaboré une formation en ligne, un MOOC sur les achats durables et qui est en diffusion libre sur Open Classroom. 2000 personnes qui ont suivi cette formation. On a proposé également un programme d'accompagnement gratuit pour mobiliser élus, décideurs, entreprises, usagers sur cette fois-ci l'élaboration d'une stratégie, donc correspondant au SPASER. Là, il y a 800 acteurs qui ont participé. Et puis, en 2023, on a également mis en ligne un module de e-learning gratuit sur le même sujet. Et en janvier 2025, très récemment, on continue les efforts en fait, pour essayer de se déployer dans toutes les dimensions parce qu'en face, on a des types d'acheteurs qui peuvent être très variés. On a lancé la fresque de l'achat durable et aujourd'hui, il y a 35 personnes qui sont formées à l'animation de cette fresque et qui vont la déployer. Quelques mots pour terminer sur les défis. Il y a évidemment le défi quantitatif, puisqu'il s'agit de passer de 40% de marchés qui comprennent des clauses à un chiffre de 100% dans des temps qui sont assez ramassés. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il faut qu'on se fixe un objectif aussi qualitatif, sur lequel aujourd'hui on n'est pas encore complètement capable d'évaluer, vu la diversité, vu le nombre de marchés. Il faut qu'on regarde avec l'Observatoire comment est-ce qu'ils peuvent nous aider à faire ça. L'impact des clauses, des critères qui sont proposés. Parce que, on sait aussi que parfois une phrase peut permettre de cocher la case j'ai un marché qui rentre dans les 40% sans que derrière il y ait un véritable impact pour la transition écologique ou sur le volet social. Et puis après, dire que on a un travail parallèle, et c'est ce que je disais tout à l'heure, sur les consommateurs, mais qui s'interface bien avec l'achat public, c'est tout ce qui concerne l'affichage environnemental, parce qu'il y a un certain nombre de... La loi climat-résilience parlait d'analyse en cycle de vie, pour aider les acheteurs à mieux acheter, justement. Ce sont des outils qui sont extrêmement complexes à calculer pour l'intégralité des produits et services qu'on pourrait avoir besoin d'acheter. Et donc on travaille sur de l'affichage environnemental. La ministre Agnès Pannier-Runacher a mis à la consultation au mois de novembre l'affichage environnemental sur la filière du vêtement. Là, en ce moment, c'est en cours de notification à la Commission européenne avec une réponse attendue dans quelques semaines. Et cet affichage environnemental, je le cite en exemple parce qu'on aimerait l'étendre à d'autres catégories de produits, va livrer en point d'impact l'impact de l'achat d'un produit, donc d'un vêtement en l'occurrence pour ce premier segment, sur l'environnement. Donc là, on a clairement un outil qui pourrait être utilisé demain par certains acheteurs pour justement comme clause, pour avoir des clauses à impact aux côtés des différents labels qui sont déjà référencés comme étant des labels de référence et de qualité. Et puis je termine en disant que au niveau européen, les travaux sur les directives qui encadrent la commande publique démarrent à peine là. On n'a pas le pilotage du sujet, mais voilà, bien sûr, on va s'attacher à essayer de faire en sorte que les questions de transition écologique soient bien incluses au sein des travaux qui sont menés. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur.
La première sur l'impact de l'intégration des considérations sociales et environnementales pour l'accès des PME et TPE au marché public. Alors, question ouverte, est-ce un frein ou un levier? Et ces considérations sont-elles susceptibles d'avoir un impact sur le taux de fournisseurs européens et français retenus pour l'existence de ces marchés? Et dans la continuité, des obligations similaires à celles prévues par la loi climat et résilience sont-elles imposées aux autres acheteurs publics européens? Et si oui, sont-elles plus facilement appliquées que chez nous? Un petit comparatif. Ouais. Sur la première partie de la question, on a plutôt des taux qui semblent satisfaisants sur TPE, PME, sur les entreprises de l'économie sociale. Il faudra qu'on regarde plus précisément les chiffres parce que très franchement, on ne les a pas ici aujourd'hui, donc on pourra rechercher ça. Et sur la deuxième partie de votre question, sur les obligations qui s'adressent à d'autres pays européens, alors je sais qu'on a été plutôt largement en avance pendant des années sur le sujet. Maintenant, fraîchement, je n'ai pas en tête de comparaison immédiate avec d'autres pays qui sont... Transposer les directives européennes de beaucoup. Est-ce qu'on a surtransposé? Oui, point important pour une concurrence au moins européenne. Vas-y. Il n'y avait pas ce type de disposition. Donc, de fait, est-ce une surtransposition ou le fait de se saisir d'un sujet? Enfin, c'est une question. On n'a pas d'études à notre niveau sur la sélectivité nationale versus européenne. Bien sûr, il y a un certain nombre d'entreprises, et ce n'est pas uniquement en 2025, mais depuis plusieurs années, qui nous font part de dispositions qui existent notamment outre-Atlantique sur la commande publique et qui sont en attente et en demande de dispositions de commandes publiques. Après, bien sûr, dans la rédaction, et c'était tout l'enjeu et le sujet du bilan qui a été exercé sur l'article 58 de la loi AGEC pour voir, quand on fixe des objectifs, quels sont les effets, est-ce qu'une offre se structure, et donc c'est en cela qu'on a vu que sur ce type, les produits couverts par l'article 58 de la loi AGEC avaient permis à certaines entreprises de se constituer, de trouver un marché, de gagner en visibilité, aussi aux différents acteurs économiques d'échanger, parce que parfois il faut un installateur, un fabricant de produits, enfin il faut toute une chaîne pour qu'in fine la solution soit déployée, et donc plutôt une demande avec une vigilance sur les niveaux de seuil à fixer pour que, bien sûr, en termes de gisement, il soit bien disponible et en termes de coûts, tout cela soit supportable. Donc, on va dire des points de vigilance, mais plutôt des retours d'un certain nombre d'acteurs économiques qui étaient en attente de ce type de disposition. On pourra vous partager le bilan de la consultation au moment de la révision du décret AGEC. Un raccourci quand même, est-ce que ces lois, cette intégration sociale et environnementale permettent avantage nos sociétés par rapport aux autres sociétés? Parce qu'on a mis des contraintes, les autres sont soumis aux mêmes contraintes. Est-ce que ça nous avantage par rapport à la concurrence, qu'elle soit européenne ou étrangère? Là, aujourd'hui, on n'a pas de données sur le fait que ça avantage totalement les entreprises françaises ou pas. En termes de conviction, en revanche, on est convaincu que en faisant ça, on se donne quand même un petit temps d'avance sur le fait de préparer nos entreprises à des exigences qui vont être appliquées demain de façon un peu plus large. Alors, est-ce que c'est demain ou après-demain? Vu je dirais, l'ambiance européenne autour de la pause réglementaire, normative, ça, je ne peux pas le dire là. Mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la transition écologique appliquée à ce type de sujet
pour nous, c'est vraiment synonyme de la résilience de demain, en fait. C'est se préparer à demain. Je l'illustre sur le sujet de l'affichage environnemental sur lequel je viens. On a de l'avance par rapport aux travaux qui sont faits au niveau européen. Il y a des travaux qui sont menés. Et nous, dans notre façon de calculer, on tient compte des questions de fast fashion, on tient compte des questions de microplastique, on tient compte des questions de biodiversité. Et on se rend compte que quand on commence à parler dans un score, que ce score prend en compte la question de la fast fashion, non seulement on s'intéresse à nos entreprises, mais ensuite on leur envoie des messages pour dire, ben voilà, sur tel compartiment, attention à telle pratique, attention d'où sont sourcés les produits initiaux. Et donc pour moi, on se prépare pour demain, on les prépare pour demain, et on prépare notre résilience et on prépare notre compétitivité de demain. Et je ne vois pas de mécanisme en fait qui fait que ça les désavantagerait aujourd'hui, en tout cas, dans une compétition européenne où d'autres arriveraient en répondant à nos marchés et sauraient répondre à ces clauses-là alors que les nôtres ne savent pas. Merci. Monsieur Canevet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire général. On a plutôt le sentiment que, quand même, la commande publique, aujourd'hui, génère des dépenses extrêmement importantes dans notre pays. On le voit bien au prix auquel on arrive. Et quand on compare les prix de la commande publique avec les réalisations que les acteurs privés peuvent faire, on arrive souvent à des différences extrêmement importantes. Et ma première question, c'est de savoir si l'introduction de clauses relatives au développement durable, que l'on comprend et que l'on partage totalement, mais est-ce que ça n'a pas un effet, je dirais, contre-productif dans un contexte où l'état des finances publiques nous recommande de pouvoir réaliser des économies assez sérieuses? C'est une première question. Et puis une seconde, vous évoquiez à l'instant la question de la fast fashion, effectivement, qui montre pour nous le fait qu'il y a des comportements de consommation qui posent problème et qui nous obligent effectivement à légiférer, qu'on a du mal à légiférer d'ailleurs de manière extrêmement optimale, de façon à circonscrire les choses, puisque on le voit bien, la filière textile en particulier est très perturbée par ce développement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on assiste, au contraire, dans le comportement des consommateurs, à peut-être des comportements de consommation qui ne prennent pas vraiment en compte les éléments de développement durable, c'est-à-dire on va au moins cher, on va au moins coûteux, etc., au jetable, ce qui pose des problèmes ensuite de recyclage notamment. Merci. Je vais passer la parole à Madame Daniel. Oui, merci. Vous avez parlé tout à l'heure des objectifs en termes quantitatifs, sur 40% des marchés qui sont concernés par des clauses qui concernent votre périmètre. Sur la progression, vous parlez évidemment d'augmenter ces 40%, mais au sein de ces 40%, est-ce que vous avez des chiffres sur le périmètre, le nombre de secteurs qui sont traités au sein de ces marchés? Parce qu'il me semble qu'effectivement, il y a deux leviers de progrès, à la fois au sein des collectivités ou des commanditaires qui sont déjà engagés de faire progresser les différents enjeux sur les différents volets, et puis ensuite évidemment d'embarquer plus de commanditaires dans la démarche. Merci pour ces questions. Sur vos deux questions, monsieur le sénateur, sur les comportements de consommation, je commence par celle sur les comportements de consommation. Enfin, effectivement, on constate tous qu'il y a une déconnexion entre la prise de conscience écologique souvent annoncée dans les médias et les comportements individuels. Et l'idée, c'est justement de permettre à chacun de se doter de quelques points de repère sur les achats qu'il réalise. Voilà. Donc, je ne peux que aller dans votre sens sur le constat. L'idée, c'est de, avec l'affichage environnemental, se créer une nouvelle monnaie virtuelle. Alors, certains d'entre nous ont peut-être fait leur bilan carbone, donc
voilà, pour se positionner par rapport à la moyenne des Français. Est-ce qu'on est à 8, 9, 10, 11, 12 C'est des chiffres qu'on commence à avoir en tête, en fait, petit à petit. Ça, c'est un autre chiffre qu'on pourra avoir en tête quand on achète un produit. On connaît son prix et dans notre idéal, on connaîtra aussi son nombre de points d'impact, que ça soit un t-shirt ou un canapé, en passant par toute autre série d'objets. Cette notation qui n'est pas sur telle que proposée aujourd'hui, mais c'est encore en cours de travail, donc je prends énormément de pincettes pour en parler, qui n'est pas aujourd'hui pour les vêtements sur une échelle de A à F, et qui est en points, indique que c'est pas parce qu'on achète 10 fois du A que c'est bien, en fait. Et l'idée, c'est justement de montrer que la multiplication des achats, 10 fois 200 points d'impact, c'est comme si on a fait un mauvais achat, en fait, à la fin. Donc, il y a encore, je pense, énormément de connaissances et de conscientisation à déclencher chez chacun des consommateurs que nous sommes, quoi. Je pense qu'on n'a pas conscience de ça, et c'est justement à ça qu'on travaille. Sur les économies, enfin le renchérissement de la commande publique, on sait que les marchés, je parle d'une manière générale, c'est le mieux disant et pas le moins disant. Donc ça veut dire que on a bien conscience que l'offre la moins chère n'est pas forcément l'offre qui est la meilleure. Je pense que c'est exactement la même chose sur le plan environnemental. Alors, je n'ai pas de statistiques sous la main pour dire que ça renchérit les marchés de 6 ou 12%, je ne sais pas. Ce que je sais encore une fois, c'est qu'en faisant ça, on a un levier majeur pour se préparer à demain. Parce que quand on parle de transition écologique, de protection de la biodiversité, de protection de nos masses d'eau, on parle de protection de l'environnement. Mais en fait, à la fin, ce dont on parle, c'est de la protection de l'espèce humaine. Et c'est du fait qu'on réussisse à faire en sorte que notre monde continue à être habitable. Et donc, est-ce que ça occasionne un petit surcoût sur un levier aussi puissant? Peut-être, je ne suis pas en mesure de le dire aujourd'hui. Par contre, je pense que l'objectif est gigantesque. Et donc, à mon avis, il ne faut pas le perdre de vue, avec toutes les difficultés et les contraintes budgétaires qu'on connaît aujourd'hui. On est plongé dedans au quotidien. Donc on a conscience du fait de la rareté de l'argent public et du fait qu'ils doivent être dépensés au mieux. Mais par contre, pour nous, le dépenser sur des questions environnementales et sociales, c'est bien le dépenser, quoi. Sur les objectifs en termes quantitatifs par catégorie de produits, alors aujourd'hui je n'ai pas les chiffres par sous-catégorie, mais on pourra vous le transmettre. Là aussi, c'est des données que doit transmettre l'Observatoire de la commande publique. Donc on peut voir avec eux ce qu'on peut vous fournir pour aller un petit peu plus loin. Par catégorie de produits et par secteur d'objectifs, en fait, sachant que vous avez souvent des questions, j'imagine, de critères multi-objectifs, quoi. Ça marche. Alors, monsieur le commissaire général, j'avais quelques petites questions complémentaires. Vous avez évoqué la direction des achats de l'État. Comment se manifestent concrètement les interactions entre le commissariat général et cette direction aux achats de l'État? Quel rôle vous avez? Quels impacts? On a parlé des impacts des produits, mais là, en l'occurrence, l'impact de votre commissariat général dans son pouvoir de prescription, d'orientation, parce que nous allons auditionner tout à l'heure la Cour des comptes, et vous avez insisté à raison sur la dimension qualitative des clauses. Il ressort du rapport de la Cour des comptes
globalement, le compte n'y est pas en la matière, à la fois sur la dimension qualitative et puis sur la dimension quantitative. Vous êtes revenu sur le doublement, passage de 20 à 40% du nombre de contrats intégrant des considérations environnementales. Est-ce que vous avez l'équivalence de ce chiffre en valeur financière, parce que on peut parfois connaître des écarts assez significatifs à la hausse comme à la baisse. On pourrait avoir là imaginé un 40% du nombre de contrats avec en réalité 10 ou 15% de la valeur. Est-ce que dans ce périmètre-là, vous intégrez bien les concessions, les délégations de services publics, où là aussi l'effet levier peut être assez considérable? Et puis enfin, dernière question, vous avez parlé de l'analyse cycle de vie. Là aussi, c'est vrai que beaucoup d'acheteurs nous disent qu'ils attendent des calculateurs, des outils de la part de l'État qui ne viennent pas. On entend bien la complexité du sujet, mais est-ce que de votre fenêtre, les sujets avancent? Est-ce que votre commissariat général est à la manœuvre pour justement permettre aux différents acheteurs publics de pouvoir concrètement avancer sur ces sujets-là? Et dans la continuité de la question posée par notre collègue Michel Canévet, on parle beaucoup, et à raison évidemment, des coûts, du temps, des procédures, mais personne en réalité n'évoque le retour sur investissement. Vous le sous-entendez dans vos réponses évidemment, mais on aurait besoin de l'objectiver, de ces normes, de ces critères que nous mettons pour de fait soutenir nos entreprises dans le respect des règles de la commande publique. Est-ce que le commissariat général mène des travaux, des réflexions sur le sujet? Et ça permet de faire le lien avec la dimension européenne. Vous avez dit que vous n'étiez pas à la manœuvre pour la révision des directives. Côté français, j'entends. De quelle manière êtes-vous associé aux discussions qui viennent de débuter? Et avez-vous des premières informations sur les orientations que la France pourrait porter? Je vous remercie. Merci pour ces questions. Alors, sur les relations avec la direction des achats de l'État, elles sont extrêmement fluides. On travaille en particulier avec elles dans le pilotage du plan national achat durable, dans le fait que les achats de l'État, eux, vont probablement réussir à se conformer aux objectifs qui sont fixés en termes de part des achats qui comprennent une clause environnementale. On travaille aussi avec la direction des achats de l'État sur les services publics éco-responsables, qui est un autre chantier qu'on pilote. Donc on travaille en proximité immédiate avec François Adam et ses équipes. Enfin, voilà, les relations sont très fluides. La différence entre ce que vous posez ensuite la question du rôle de l'impact et le pouvoir de prescription et d'orientation, là où on travaille main dans la main avec la DAE, avec les collectivités, on travaille forcément différemment parce qu'on n'a pas de rôle prescriptif, mais on est plutôt dans un rôle de mobilisation avec l'ensemble des réseaux et l'ensemble des moyens que je vous ai décrits, et ceux qu'on lance aussi, parce que voilà, on continue à chercher de nouvelles pistes pour aller plus loin dans le volume de marché qui est concerné. Je reviens sur ce que j'ai dit sur la statistique. Je vous prie de m'excuser, j'ai dit nombre, c'est volume, effectivement. Donc on pourra vous donner le nombre, et c'est vrai que ça peut avoir un impact différent, mais c'est bien sur la valeur générale, les 40%, et pas sur le nombre. Sur le périmètre concession, délégation de services publics, si tu peux dire quelque chose. On s'appuie, donc on travaille avec la DAGE Bercy et l'OECP, donc c'est le périmètre des marchés notifiés dans le cadre de l'OECP. Sur l'analyse du cycle de vie, alors les calculateurs, c'est vraiment un chantier dans lequel on s'investit extrêmement fortement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure sur l'affichage environnemental. Le calculateur qui est au cœur de l'affichage environnemental s'appelle EcoBalise, et c'est celui-ci sur lequel il se base. On travaille sur d'autres sujets, voilà, que je ne peux pas
qui sont encore dans des phases très amont en fait de conception pour d'autres catégories de produits. Mais pour nous, c'est vrai que c'est une brique essentielle en fait du choix au sein d'une catégorie de produits et aussi du choix entre différentes catégories de produits. Comme je disais, c'est intéressant de savoir, alors là c'est peut-être du point de vue du consommateur, mais c'est aussi intéressant pour une collectivité de savoir l'impact d'acheter, enfin, je ne vais pas comparer des canapés à des t-shirts, ça n'a pas vraiment de sens, mais pour un consommateur ça a un sens, pour une collectivité un peu moins, mais ça permet quand même de comparer de façon multicatégorielle les choses qu'on achète. La ministre Agnès Pannier-Runacher est très allante sur ces sujets-là. Bien sûr, à chaque fois qu'on travaille sur un calculateur, d'ailleurs, on doit travailler avec une filière, avec des professionnels, pour s'assurer que les paramètres qui sont choisis sont réalistes et ne tordent pas de façon complètement artificielle telle ou telle réalité, en fait. Et donc, à la fin, s'assurer qu'à la fin, un produit qui est bien noté, qui a peu d'impact, effectivement, un produit qui est produit dans de bonnes conditions, qui est produit à une distance qui est raisonnable. Et donc, pour nous, c'est un outil essentiel sur les deux tableaux, en fait. Sur le retour sur investissement, enfin, ça rejoint un petit peu la question sur la disponibilité budgétaire du moment. Je pense que c'est assez difficile de le calculer aujourd'hui avec les données qu'on a, en fait, parce que ça voudrait dire qu'il faut intégrer dans le calcul la non-destruction de certaines ressources, par exemple. Alors, on sait calculer à grande maille et de façon macro les services écosystémiques. On voit parfois sortir une news sur la disparition des abeilles. La valeur de la pollinisation, c'est N milliards d'euros. Sur la valeur de... Mais il faudrait prendre ça en compte, en fait. Quand on réalise un achat plus propre, entre guillemets, il faudrait faire rentrer dans le calcul pour le retour sur investissement, ce qu'on ne perd pas à côté, en fait, en destruction ou en captation trop forte de ressources. Et ça, aujourd'hui, c'est des calculs qu'on n'est pas encore complètement en mesure de faire. Et sur la discussion avec le niveau européen, alors, nous, c'est la DAE qui est pilote. Nous, on sera impliqués. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire quel est le chemin préférentiel qui va être pris sur ce sujet-là. Dernière petite question annexe, on n'a pas du tout évoqué la dimension sociale. Vous êtes impliqué sur ce volet-là, parce que dans le PNAD, il y a ces deux indicateurs clés, hein, les 100% de marché avec une considération environnementale et les 30% avec une considération sociale. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous êtes sollicité sur cette dimension-là ? C'est effectivement aussi dans le PNAD. C'est une dimension qui est inscrite depuis plus longtemps. Alors la date, je l'ai pas, on pourra vous la donner, mais dans les questions d'achat. Et aujourd'hui, on est quasiment aux objectifs qui sont fixés. Donc on a un peu plus d'énergie qui est mise sur les questions environnementales en ce moment-là. Mais après, ça fait totalement partie des objectifs qui sont suivis ensemble. Alors donc si on peut obtenir les chiffres, hein, parce que de mémoire, hein, c'était objectif 30% en 2025 des marchés avec une considération environnementale. Donc, j'en ai un en tête, mais je préfère, comme j'ai dit, je le jure, je préfère qu'on vous donne Parfait. Le bon chiffre directement. Et nous le préférons aussi, donc c'est très bien. Je me tourne vers les collègues. Est-ce qu'il y a un souhait d'intervention, Madame Brulin ? Non, c'est bon ? Écoutez, merci beaucoup, Monsieur le Commissaire Général. Merci beaucoup. Merci à vous et à vos équipes.